Je mets bien. Donc là, vous voyez bien tous le PowerPoint. Tous les intervenants sont OK. Vous m'entendez bien? OK, bon, parfait, on va commencer. Alors, du coup, donc, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Enfin, le sujet a vraiment intéressé beaucoup de monde. Donc là, je vois ça grimpe au niveau des spectateurs. Donc, on avait plus de 300 inscrits là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y en aura 300, mais en tout cas, c'est positif. Donc, aujourd'hui, pour le déroulement de la réunion, donc du webinaire, ça va être 1h30. Donc, on va commencer avec un tour de table des intervenantes présentes aujourd'hui. Et ensuite, on aura... l'idée, c'est d'avoir 3 questions qui vont un petit peu rythmer le webinaire et nos intervenantes répondront à ce moment-là. Donc, on vous le dévoilera après. Et ensuite, il y aura 30 minutes d'échange avec vous. Donc, l'idée, c'est que vous posiez vos questions dans la section Q&R. Comme ça, nous, on les met de côté et puis on essaiera de toutes les traiter à la fin et de répondre au mieux à vos attentes. Voilà. Donc, pour commencer, je voudrais remercier nos intervenantes d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation. On a vraiment des intervenantes et des femmes inspirantes qui vont un petit peu raconter leur expérience. Donc, voilà, nous, on est très contents, au nom du GRS, de faire cette conférence-là. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à notre présidente au GRS, Marie-Noëlle Reboulet. Alors, hop. Là, avec le micro, c'est mieux. Oui. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait des messieurs, monsieur de Madagascar. Je ne vais pas vous oublier, je vous salue. C'est avec plaisir que je vous accueille pour cette conférence organisée par le GRS avec le WECF, la coopérative Tissawilin et la Fondation Raja, que je remercie pour son fidèle soutien. Merci Anna pour l'organisation et merci à toutes les intervenantes pour leur mobilisation. Au GRS, notre mot d'ordre, c'est la solidarité climatique. La solidarité climatique, c'est simple, hein, c'est agir et soutenir, agir pour réduire notre empreinte carbone et soutenir les plus vulnérables dans leur transition énergétique. Le GRS est une association qui agit depuis 45 ans en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc en France, en Afrique, en Asie, du Mali à la Mongolie, pour, par exemple, améliorer l'usage du bois pour la cuisson, pour fournir l'électricité aux entreprises rurales, diminuer la précarité énergétique dans le logement, valoriser l'énergie passive du soleil dans l'agriculture. Le GRS, c'est une équipe multinationale de 140 salariés, une soixantaine de femmes, que je vous invite à découvrir certaines d'entre elles sur notre site avec les 6 interviews réalisées récemment. Elles travaillent en Afghanistan, au Maroc, au Mali, en Mongolie, au Myanmar et en France, aux frais de femmes particulièrement concernées par la question énergétique, à la fois dans leur travail domestique et dans leurs activités productives. Savez-vous que selon le FIDA, un fonds de la FAO, une femme en Afrique porte en moyenne 200 kilos par jour d'eau, de bois, de produits agricoles. Tout ça sur plus d'1 kilomètre. Une femme, c'est finalement encore trop souvent l'énergie la moins chère pour fournir un travail. Alors, les femmes dans l'énergie, c'est aussi la question de l'emploi. Elles sont très minoritaires dans ce secteur. C'est un peu mieux pour les renouvelables. Elles représentent 32% des effectifs contre 21% dans les fossiles au niveau mondial. Mais avec 28% dans les postes techniques et 45% dans les postes administratifs, c'est toujours l'attrait ou les difficultés face aux sciences-techniques qui posent problème. Je ne peux que me réjouir de voir qu'avec les renouvelables, la présence des femmes devient plus significative. C'est ce que valorise le prix Femmes de la transition énergétique organisé depuis 4 ans par Grune Univers et Andera Partners. Et je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement Patricia Laurent et Guy Auger pour cette heureuse initiative. Cette évolution est également sensible dans l'économie sociale et solidaire, où les femmes sont bien présentes pour parler énergie, que ce soit dans les entreprises comme Enercop ou les associations comme le GRS, bien sûr, ou Leclerc, le réseau de la transition énergétique. Mais cette présence significative de femmes n'est jamais le fruit du hasard. Elle est comme ailleurs
le résultat d'une stratégie proactive. Je n'irai pas plus loin, je vous invite à continuer la réflexion avec nos intervenantes. Et surtout, je compte sur vous pour qu'ensemble, nous contribuions à permettre aux femmes de prendre leur part de pouvoir, à ce que les femmes et les hommes partagent le pouvoir. Je vous remercie. Bonne rencontre. Merci beaucoup Marie-Noëlle pour votre discours. Et du coup, on va passer à Véronique du WECF France, présidente. Véronique, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre micro et votre caméra? Je pense que mon micro et ma caméra sont activés. Oui. Bon, merci Je beaucoup. vous mets en évidence. Hop. Merci, je salue tout le monde, ravie de participer à ce webinaire qui va nous permettre de parler de la place des femmes dans les questions climatiques. Alors, je suis donc Véronique Morera, je suis la présidente de WECF France. WECF, c'est l'antenne française de WECF, qui est un réseau international d'organisations féministes et d'organisations environnementales. Et WECF a été créé à l'issue du sommet de la Terre de Rio en 92 sur le double intérêt de lier les questions de développement soutenable et de place des femmes, d'égalité entre les femmes et les hommes. WCF France a été fondée le 31 mars 2008 pour agir au niveau local et plaider au niveau national et international pour, et ça c'est notre motto, notre mot d'ordre, construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Nous travaillons en France sur 3 axes principaux, la santé environnementale et la lutte contre les substances chimiques, le développement local et enfin les objectifs du développement durable, en particulier la question de la santé, la question du climat, avec de façon transversale l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, la question que je voulais vous poser en introduction, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une raison particulière pour que les femmes soient mises en avant sur les questions de climat? Eh bien, moi je dirais qu'il y a 3 raisons importantes. C'est que les femmes et les hommes ne sont pas impactés de la même façon par le changement climatique. Les femmes sont davantage impactées, d'abord de par leurs rôles sociaux. Marie-Noëlle en a parlé tout à l'heure avec les charges qui leur sont affectées, particulièrement d'entretien du foyer, de collecte du bois, de collecte de l'eau, par exemple. Et on voit bien que dès qu'il y a désertification ou sécheresse importante, elles sont davantage en difficulté et elles souffrent davantage du changement climatique. C'est vrai aussi pour les agricultrices, dont on a parlé aussi il y a un instant. La moitié des agriculteurs, la moitié de ceux qui produisent de l'alimentation sont des femmes. Leur particularité, c'est que dans de très nombreux pays, elles n'ont pas droit à la propriété. Et donc, quand, lors d'une catastrophe climatique, elles subissent des effets extrêmement violents, mais n'ont aucune garantie pour pouvoir se récupérer après la catastrophe. Donc, elles sont doublement victimes des catastrophes climatiques. Et pour prendre un exemple sur nos pays occidentaux, on peut parler de précarité énergétique. Quand on parle de pauvreté énergétique ou de précarité énergétique, on imagine que ça touche tout le monde. En réalité, ça touche évidemment les plus pauvres. Dans toutes les catégories sociales, les femmes sont toujours en bas de l'échelle. Elles sont très nombreuses à conduire à être à la tête de foyers monoparentaux, à être en situation de pauvreté. Elles sont donc victimes particulièrement de la précarité énergétique. Alors, femmes victimes, ce n'est pas du tout mon propos. En fait, si elles sont particulièrement confrontées aux difficultés, enfin aux impacts du changement climatique, elles sont aussi elles sont aussi des inspiratrices. Elles agissent au quotidien pour apporter des initiatives, pour créer des richesses, pour protéger les communautés et aussi pour protéger les écosystèmes. Vous verrez tout à l'heure, Anne Barr, qui est la coordinatrice genre et climat de WCF, vous présentera des projets particulièrement pertinents et efficaces portés par les femmes qui permettent vraiment de s'adapter au changement climatique ou même de réduire leur empreinte carbone. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors, les femmes sont particulièrement vulnérables, mais aussi particulièrement actives et efficaces. Le problème, c'est qu'elles sont invisibles. Un peu partout, les politiques climat sont des politiques neutres. On considère que tout le monde est affecté de la même façon et les femmes sont invisibles. Elles ont encore trop faiblement accès au financement parce que leurs projets sont d'échelle modeste, trop peu accès aux technologies.
trop peu accès aux formations, aux métiers de la technologie, et elles sont aussi absentes, en tout cas très mal représentées, dans les instances où on décide et où on décide pour elles. Voilà, ce que je voulais vous dire sur le sens particulier de lier en fait la question des femmes et la question des climats, c'est que si on veut vraiment une justice climatique, il est impératif d'intégrer le savoir-faire, l'expérience et la vision globale qu'ont les femmes. C'est ainsi que la justice climatique, c'est la justice de genre, et la justice de genre, c'est aussi la justice climatique. Merci Véronique pour cette belle introduction aussi sur justement le lien entre justice climatique et justice de genre, qui est clairement important pour commencer cette conférence. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anne. Anne, est-ce que... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors je vais vous mettre en... Voilà. Parfait. On vous voit. Merci beaucoup Anna. Merci à Marie-Noël et au GRS de co-organiser et de nous inviter à participer à cette conférence en ligne. Et merci à Véronique pour cette introduction vraiment précise et bien illustrée sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Donc, mon nom est Anne Barr et effectivement, je coordonne le plaidoyer genre et climat pour le réseau WECF. Notre organisation WECF est un grand réseau qui regroupe plus de 150 membres, dont une centaine d'organisations dans de nombreux pays. Et depuis notre fondation, c'est-à-dire depuis presque 27 ans maintenant, nous faisons le lien entre ce qui se passe sur le terrain et entre des projets de terrain que nous menons et la gouvernance mondiale. Et c'est ainsi que WECF a été une des organisations cofondatrices de la constituante Femmes et Genre dans le cadre de la Convention climatique. Pourquoi? Parce que, eh bien, il est vraiment important d'influencer les politiques à l'échelle mondiale et puis ensuite en le redéclinant à l'échelle nationale et infranationale, en même temps qu'on essaye d'influencer ou d'agir sur le terrain. Et la Convention climatique, quand elle a démarré ses travaux, ne tenait pas compte des inégalités de genre et de l'impact que cela pouvait avoir sur à la fois la société et de l'impact aussi, ou du moins du potentiel que l'on manque quand on ne répond pas ou quand on n'adresse pas ces problématiques d'inégalité de genre face au changement climatique. Donc en 2009, nous avons cofondé cette coalition qui aujourd'hui comporte 33 organisations membres, qui sont toutes des réseaux d'ailleurs régionaux, et qui représentent les femmes, leurs droits, qui expriment leurs priorités dans la Convention climatique de l'ONU. Voilà, et je vous présenterai par la suite en quoi et comment nous avons influencé les politiques. Ce dont je voudrais également vous parler aujourd'hui et qui peut-être vous touchera davantage personnellement, c'est le prix Solutions Genre et Climat qu'on voit dans la prochaine diapositive et qui est un prix que WECF a mis en place dans le cadre de son travail avec la Women and Gender Constituency, un prix soutenu par plusieurs organisations internationales et des banques de développement, dont l'Agence française de développement. Et l'objectif de ce prix est vraiment de valoriser les femmes comme actrices de la transition énergétique et comme actrices de l'action climatique d'une manière générale. Et donc, ça fera partie également des présentations plus concrètes que je pourrais faire par la suite. Et pourquoi est-il si important de valoriser cette action? Eh bien parce que dans les décisions politiques aujourd'hui et dans les politiques d'ailleurs qui sont présentées par les États dans le cadre de la Convention, on s'aperçoit que seulement un tiers tiennent compte de ces inégalités de genre. Et parmi ce tiers-là, très peu, à peine une dizaine, mettent véritablement, enfin, en tirent des enseignements
permettant d'apporter un soutien véritablement concret à des organisations féministes ou à des actions climatiques qui intègrent totalement le genre. Et surtout à des mesures politiques, en fait, qui permettent de contrer ou de relever ces inégalités de genre. Donc, il y a encore beaucoup à faire sur le domaine politique et ça sera l'objet aussi de la conférence d'aujourd'hui. Merci. Merci Anne. Alors du coup, maintenant, on va passer à Jamila. Alors Jamila, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous mets en évidence. Voilà, super, on vous voit. À vous. Merci Anna, merci à Gérès pour l'invitation pour cette organisation. Alors je remercie tous les panélistes et je remercie les participants. Alors voilà, je m'appelle Jamila Idbouros, je suis directrice de l'Union des coopératives des femmes de l'Argannerie. C'est une union qui a été créée en 1999 par l'initiative de plusieurs femmes rurales dans les montagnes de l'Argane. Alors, nous sommes maintenant 1200 femmes productrices de l'huile d'argan et d'autres produits agricoles qui sont regroupées sur plusieurs provinces et aussi sur 3 régions, la région de Souss-Massa, la région de Marrakech-Tensift et ainsi la région de Guilmim-Ouadnoun. L'objectif principal, c'est de promouvoir des produits des femmes de la réserve de biosphère de l'Argannerie et aussi défendre les intérêts des femmes qui sont dans ce milieu et dans les zones enclavées. L'Union, sa mission principale, c'est d'assurer, c'est-à-dire la commercialisation, la promotion des produits de ces femmes et aussi de créer des activités génératrices de revenus, ainsi que de travailler sur plusieurs projets dans la formation et le renforcement de capacités. Alors, quand on parle de la réserve de biosphère et les femmes arganières, c'est dans, c'est-à-dire le milieu rural. Et au Maroc, la ruralité est le caractère le prédominant et qui va continuer à prédominer, vu le caractère des activités agricoles et artisanales dans plusieurs régions, dans les coopératives arganières au sud-ouest du Maroc, de la région d'Essaouira, toujours Guilmim-Ouadnoun, et aussi passant par Souss-Massa jusqu'à Guilmim-Ouadnoun. C'est-à-dire ces coopératives féminines ont fait preuve et affirmé qu'ils ne sont pas seulement un levier de création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, mais aussi la promotion du développement du monde rural et développement territorial, ainsi que l'émancipation de la femme. Certes, l'accès aux postes de prise de décision reste loin d'atteindre l'universalité. C'est vrai qu'il y a des changements et en progression chaque année. Alors, ce qui fait, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de société où les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes, surtout pour une société patriarcale. D'où le rassemblement des femmes en coopérative féminine a donné plus de force et de pouvoir de proposition de négociation. Et celles qui ne construisent pas un groupe homogène sont souvent parmi les personnes les plus vulnérables, d'où l'importance de se regrouper. Nous avons collaboré avec plusieurs institutions étatiques et d'associations d'interprofession, aussi avec des ONG, pour renforcer les capacités des femmes arganières à travers plusieurs programmes. Et aussi le plaidoyer pour la bonne gestion de la ressource de la réserve de biosphère qui est reconnue par l'UNESCO en 1998 et aussi reconnue en 2014 par les coopératives des femmes de l'UCF1 en tant que patrimoine culturel et matériel. Et nous sommes fiers aujourd'hui de la reconnaissance des Nations Unies par la Journée internationale de l'Arganie chaque 10 mai.
Alors, la gestion de la ressource, de cette ressource, c'est-à-dire la gagnée, est souvent gérée par les hommes et aussi une bonne partie de la commercialisation et le rôle de la majorité, c'est-à-dire une grande partie de la commercialisation, de gestion de cette matière première, elle est gérée par les hommes en général. Et la partie, les femmes, ils sont uniquement focalisées sur la partie de la production. Aujourd'hui, pour le plaidoyer, pour la bonne gestion de cette ressource et pour assurer un travail équitable et d'autres causes sociales pour les femmes, nous avons créé une fédération nationale des femmes de la filière de l'Argan où les femmes sont conscientes que personne n'a le droit de parler à leur place. C'est pour cela qu'il a été créé le 8 mars. C'est pour revendiquer leurs droits. Et dans le souci aussi, parmi c'est-à-dire les revendications de leurs droits, il y a le souci de la protection sociale. Depuis des années, la couverture sociale était parmi les soucis primordiaux de notre filière. Comme le statut de l'agricultrice ne permet pas d'être affiliée à une assurance maladie obligatoire. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés suite à la volonté royale de Sa Majesté, c'est juste au mois ce mois d'avril, par la symbolique solidarité, de généraliser la protection sociale dans les professionnels et les agriculteurs, notamment les coopératives, les artisans et autres citoyens. Merci. Alors, Jamila. Ah, pardon, vous avez pas. Peut-être par la suite, on peut parler sur des résultats concrets dans ce sens. Mais est-ce que du coup, c'est pas là maintenant ou est-ce que vous voulez plutôt par rapport aux questions, répondre par rapport aux questions dans les questions. Ok, alors on fera avec les questions. Merci pour cette présentation très détaillée. Du coup, je pense que tout le monde a un bon panel. Du coup, il nous reste Marina Dubois. Marina, est-ce que tu nous entends? Hop. Oui, je crois qu'il y avait Charlotte avant, mais comme tu préfères. Oui, pardon, Charlotte avant, excuse-moi. On finit par Marina. Donc, Charlotte, vas-y, pardon. Pas de souci, j'avais vu que j'étais après, donc aucun souci. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au GRS pour cette invitation. Merci aux panélistes et bien évidemment, merci aux participantes et aux participants. Donc, je suis Charlotte Vaquero, chef de projet à la Fondation Raja Daniel Marcovici, qui est une fondation d'entreprise créée en 2006 à l'initiative de Daniel Capel Marcovici, présidente directrice générale du groupe Raja. En 2 mots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le groupe Raja est le leader européen de la distribution de fournitures et d'équipements d'emballage pour les entreprises. Donc, pour en revenir à la Fondation, on est placé sous égide de la Fondation de France et on a 3 missions principales. Tout d'abord, la Fondation soutient des projets associatifs en France et dans le monde en faveur des droits des femmes. On soutient des projets dans 4 axes essentiels qui sont donc la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences qui leur sont faites, l'éducation et l'action sociale, la formation et l'insertion professionnelle, et enfin le renforcement du rôle des femmes dans la protection de l'environnement. Donc, comme vous le voyez, depuis 2006, la Fondation a soutenu plus de 100 000 femmes bénéficiaires au travers donc des 549 projets menés par les 304 associations soutenues, donc dans 55 pays d'intervention. Ce soutien, en fait, se fait via l'organisation d'appels à projets que nous lançons 2 fois par an. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux de la Fondation pour être informé de l'ouverture des prochains appels. La Fondation, comme deuxième mission, soutient les initiatives de la société civile, toujours en faveur du renforcement des droits des femmes. C'est dans ce cadre-là, notamment, que je participe aujourd'hui à cette table ronde pour représenter la Fondation et qu'on soutient d'autres événements que nos partenaires associatifs ou non associatifs peuvent organiser. Notamment, on va participer là début juin aux 40 ans de l'association SOLD, que vous devez peut-être connaître. Et enfin, la troisième mission de la Fondation est bien sûr d'impliquer les collaboratrices et collaborateurs du groupe Raja partout en Europe. On est 3000 collaborateurs et collaboratrices en Europe. Ça fait du monde à sensibiliser et
Donc, cette sensibilisation se traduit en fait par l'organisation de semaines de mobilisation 2 fois par an, donc aux dates phares des droits des femmes, à savoir le 8 mars et le 25 novembre, bien évidemment, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Merci Charlotte pour cette présentation très complète. Et du coup, on va finir avec Marina. Donc Marina, hop. Oui. Et je mets en évidence. Merci. Voilà. Et donc, mes excuses, parce qu'a priori, j'étais bien avant Charlotte. Donc, le GRS s'investit aujourd'hui pour une transition énergétique juste et ambitieuse. Donc, juste, ça veut dire quoi? Donc, moi, je suis, Marina, responsable du programme Inclusion et Énergie au GRS. Pour une transition énergétique juste, cela implique de favoriser la participation de toutes et tous en luttant contre les discriminations et inégalités. Donc, comment on fait ça au GRS? On fait ça en 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est d'identifier et reconnaître ces inégalités et ces différences d'accès et d'opportunités. Celles-ci, elles sont liées à différents rôles et attributs qu'une société assigne aux hommes et aux femmes. Donc, nous, on le fait au travers d'ateliers de sensibilisation. J'aime bien utiliser des jeux avec les équipes pour leur faire réaliser que finalement, les rôles ou les attributs qu'on assigne aux femmes ou aux hommes sont différents en fonction des perceptions, en fonction des pays, en fonction des contextes et que surtout celles-ci évoluent. Donc, une fois que ces premières étapes d'inégalité sont reconnues, identifiées, la deuxième étape, c'est d'en comprendre les causes. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui pour aider à comprendre en fait les différentes causes et différents facteurs qui ont amené les inégalités hommes-femmes dans les différents pays. Donc, on les recherche avec les équipes pour, une fois qu'on les a bien identifiés, également identifier quels sont les leviers pour les contourner, les obstacles et pour avancer, pour faire en sorte que les femmes participent davantage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on réfléchit en équipe sur quels sont le panel de leviers à activer, quels sont ceux qui sont les plus faciles ou les plus accessibles, qui sont le plus en lien avec nos interventions. Et ensuite, on les met en œuvre. Donc, c'est la dernière partie. On met en œuvre des actions pour faire en sorte que certains obstacles à la participation des femmes dans nos interventions soient levés. Voilà. Merci beaucoup Marina. On a fini du coup le tour de table. Merci à toutes pour cette présentation. Alors je rappelle pour celles et ceux qui arrivent en cours de route, il y a un onglet Q&R, donc questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là et on vous répondra dans la mesure du possible à la fin de la conférence, donc à partir de 18h30, si on arrive à être dans le temps. Voilà. Alors, on va passer à la suite avec donc une première question. Alors, c'est comment renforcer le leadership des femmes face aux enjeux climatiques et quels sont les outils clés? Donc, pour cette question, on a 10 minutes et donc on va commencer avec Anne. Anne, si vous voulez commencer, c'est à vous. Oui. Alors, merci. Et donc, effectivement, voici un des exemples concrets, très concrets, de la façon dont nous avons réussi à obtenir un résultat important et à influencer les politiques climatiques dans le cadre de la Convention climat. Ce plan d'action genre, c'est en fait l'aboutissement d'un très long travail de plaidoyer qui a été mené par la constituante Femmes et Genre, ou Women and Gender Constituency, dont WSF fait partie. Également, bien sûr, avec d'autres structures comme par exemple ONU Femmes et certaines agences de l'ONU notamment qui sont très convaincus du caractère essentiel de mener ce travail.
Le plan d'action genre, il a été adopté pour la première fois en 2017, suite à un programme de travail qui avait été adopté à Lima en 2014 et qui incitait les États à regarder leur politique climatique justement et à voir si elle était sensible au genre. Et donc ce plan d'action genre, il donne pour la première fois des cibles et des objectifs chiffrés, plus ou moins, mais en tout cas précis, et avec des échéances surtout à respecter. Donc, il y a 5 domaines d'action, je dirais: le renforcement des capacités, la parité et la participation, la cohérence et les moyens de mise en œuvre, donc notamment les moyens financiers, et ensuite le suivi et l'évaluation de ce qui est réalisé. Donc, vous voyez par exemple, il a été décidé que chaque pays devrait nommer un point focal national genre et climat, qui est en général dans les ministères, soit environnement, soit d'autres ministères, tout dépend. Mais aujourd'hui, encore moins de la moitié des États ont nommé ce point focal. Également, avec le deuxième plan d'action genre qui a été adopté en 2019 à Madrid et pour lequel on a dû vraiment se battre parce que rien n'est jamais acquis dans ce domaine et il y avait vraiment eu un recul, eh bien, il a été décidé que l'intégration de la question du genre et notamment la participation des femmes devait se faire à tous les niveaux, pas seulement au niveau de la Convention climatique, comme ça avait été le cas auparavant, mais bien sûr aussi au niveau de l'État, enfin, au niveau national et au niveau subnational aussi. Donc, par exemple, la participation des femmes locales et des femmes autochtones a été relevée comme une nécessité et donc c'est vraiment une action sur laquelle les États doivent s'engager. Il y a également du partage de connaissances, des plateformes qui ont été créées ou qui vont l'être. Tous les organes de la Convention climatique doivent intégrer la question du genre, donc chacun a sa politique genre, son plan d'action genre. Il faut faire des synergies avec les autres processus de l'ONU. La finance climat doit être rendue plus sensible au genre, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, moins de 1% des flux financiers qui sont dirigés vers l'action climatique sont sensibles au genre, donc vous voyez, c'est très peu. Et enfin, les technologies climatiques également doivent être sensibles au genre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand on recherche à mettre en place différentes politiques climatiques qui vont impliquer des changements technologiques, qu'on tienne compte des inégalités de genre face à l'accès à la technologie, par exemple, et qu'on fasse en sorte de mettre en place des mesures pour qu'il y ait un meilleur accès ou que les femmes puissent jouer un rôle important dans cette transition technologique. Voilà, il faut bien sûr que les États fassent des rapports régulièrement et que le secrétariat de la CNUC fasse également un rapport de synthèse. Alors, pour rendre les choses plus concrètes, la Women and Gender Constituency a voulu créer le prix Solutions Genre et Climat. Et vous voyez ici quelques photos et quelques chiffres. Il s'agissait vraiment d'inciter les organisations de terrain qui travaillent tous les jours sur le terrain pour lutter contre le changement climatique, mais évidemment en faisant en sorte que les priorités des femmes et que les femmes elles-mêmes soient les actrices de ces actions, et bien de le valoriser auprès des plus grands décideurs politiques mondiaux. Et donc le prix existe maintenant depuis 5 ans. Nous avons en général au moins 70 à 80 pays qui sont représentés dans les dossiers que nous recevons, plus de 145 applicants, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est en anglais, mais candidats, et à chaque fois 3 lauréates. Il y a également 2 hommes parmi les lauréats, puisque certains s'engagent véritablement pour que cette question du partage de pouvoir entre hommes et femmes soit centrale dans l'action climatique. Le prix permet à ces lauréates d'être invitées à la COP et de rencontrer les décideurs et les décideuses politiques. Et également, ce prix, il permet vraiment de rendre très concret ce que nous voulons dire quand nous faisons du plaidoyer pour que les politiques climatiques intègrent le genre. Puisqu'il y a une diversité très forte d'actions, soit dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, soit dans le domaine de l'eau, soit dans le domaine
de l'énergie, des transports, de la conservation des forêts. C'est très vaste et à chaque fois, ça donne des exemples très concrets aux décideurs et aux décideuses politiques sur ce qu'on peut faire pour rendre ces politiques beaucoup plus sensibles aux genre. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je répondrai à une autre question par la suite. Merci. Merci beaucoup, Anne. Du coup, on va passer à Charlotte pour terminer cette question. Donc, tu as 5 minutes. On t'écoute. Merci, Anna. Et merci, Anne. J'en profite du coup pour, au passage, saluer les actions menées par le WECF qu'on est très fiers de pouvoir soutenir. Car évidemment, le renforcement de l'empowerment des femmes dans la bataille climatique est une thématique centrale pour la Fondation. J'ai identifié 2 leviers là très concrets que je voudrais vous présenter et que pour le coup, nous, on utilise à notre niveau pour participer à cet enjeu, en commençant d'abord par les financements et ensuite sur la visibilité des projets soutenus. Donc, commençons par l'aspect financement, car effectivement, c'est le nerf de la guerre et c'est un levier qui est fondamental. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le renforcement du rôle des femmes dans la protection de l'environnement est un des axes soutenus par la Fondation. Et depuis 2015, la Fondation a décidé d'établir un mode de financement dédié à cet axe, donc via une opération de produit partage. Alors, je suis désolée pour ce jargon, mais pour faire simple, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le produit partage, c'est une façon de consommer qui est solidaire. Pour chaque achat réalisé par un client parmi une sélection de produits éco-responsables du catalogue Raja, 1 € est reversé à la Fondation, donc par Raja ou l'une des 12 filiales européennes participantes. Et tous ces fonds collectés donc dans des campagnes de 6 mois sont ensuite reversés à des associations qui agissent en faveur des femmes et de l'environnement. Donc, comme l'a dit Anne, il y a une grande diversité de thématiques sur ces projets. Ça peut être de l'énergie plus durable, également des projets d'agroécologie. Donc, ce programme permet à la Fondation et au groupe Raja de se mobiliser ensemble donc, pour soutenir et mettre en lumière le rôle des femmes dans la préservation de la biodiversité et plus généralement la protection de l'environnement. Et c'est notamment dans ce cadre du programme d'action Femmes et Environnement que la Fondation a soutenu le GRS et WECF. Donc, le GRS a d'ailleurs bénéficié des fonds collectés lors de la toute première campagne FEE1, donc pour votre projet en Birmanie de diffusion de foyers de cuisson propres et performants pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et nous sommes également du coup très fiers d'avoir soutenu WECF, notamment pour vos actions de plaidoyer que Anne, vous venez de décrire. Donc ces initiatives sont exemplaires et doivent servir d'exemple et d'inspiration. Et cela m'amène au 2e levier dont je voulais vous parler, à savoir la valorisation des projets associatifs que l'on soutient à la Fondation. Donc, cette valorisation est essentielle pour renforcer l'empowerment des femmes dans la bataille climatique. Et la Fondation a à cœur de porter la voix des femmes, la voix des femmes bénéficiaires des projets et de diffuser les bonnes pratiques qui sont mises en place sur le terrain par les acteurs et les actrices, c'est-à-dire les associations. Donc, concrètement, cela se traduit par la publication d'études. En 2015, donc en marge de la COP 21, on a réalisé une première étude qui mettait en évidence que les femmes étaient à la fois les premières victimes des changements climatiques et des actrices incontournables pour la mise en œuvre de solutions. Donc, exactement ce qu'a dit Véronique en introduction. Et depuis cette première étude en 2015, on a constaté au travers des projets que l'on soutient et que nous soutenons, que les initiatives en faveur d'une transition agricole et alimentaire étaient de plus en plus nombreuses et les femmes de plus en plus présentes. Donc, nous voyons notamment de plus en plus de projets d'agroécologie et d'agroforesterie portés par des femmes ou en tout cas avec une dimension genre clairement présente. Et donc, c'est pour poursuivre cette réflexion que nous avons publié une 2e étude en 2018.
donc, afin de vraiment mettre en évidence le rôle des femmes dans cette transition agricole et alimentaire, en partant, encore une fois, des retours d'expérience des associations soutenues par la Fondation. Je vous invite à découvrir ces études. Il y a également des synthèses plus courtes sur le site internet de la Fondation. Voilà, pour les 2 leviers que je voulais mentionner avec vous ici ce soir. Merci Charlotte. Écoutez, on va passer à la deuxième question. Alors, quels sont les principaux enjeux rencontrés et quels sont les freins auxquels les femmes font face et comment les lever? Donc, je vais demander à Marina de prendre la parole sur cette question. Merci Anna. Oui, alors il y en a beaucoup, des enjeux, des barrières. Alors j'ai choisi de vous parler de 2 d'entre elles. La première, c'est la durée limitée dans laquelle s'inscrivent nos interventions, dans lequel nos projets sont soutenus, par rapport à une situation où les inégalités sont ancrées dans le temps. Voilà, depuis des années, avec un déséquilibre assez important entre les opportunités accessibles aux hommes et aux femmes. Ce qui fait que, des collègues me disent, mais nous, on veut bien favoriser la participation des femmes, mais on ne trouve pas de femmes leaders sur le terrain. Donc, comment on fait? Alors, c'est vrai que renforcer le leadership des femmes demande d'agir à différents niveaux. L'estime de soi, par exemple, la capacité de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, la capacité de s'organiser, Jamila en parlait tout à l'heure, et puis l'aspect rapport de domination versus subordination. Donc, tous ces niveaux-là, ça peut faire peur, et on peut se dire, nous, on ne peut pas agir là-dessus dans le temps de nos projets. Alors, ce n'est pas parce que l'enjeu est complexe qu'il ne faut pas agir. Au contraire, je pense qu'il faut intervenir. En général, on essaye d'essayer d'identifier du coup le levier le plus facilement activable. Alors, sur le leadership, quand on cherche, on trouve toujours des femmes leaders inspirantes dans nos environnements. Si ce n'est pas dans la communauté en question, ça peut être dans le village voisin. Faire en sorte d'identifier cette personne-là et de la faire partager ses expériences avec d'autres femmes, c'est une vraie source d'inspiration. Ça mobilise les femmes et surtout, ça leur permet aussi de s'identifier, de se projeter, de se dire oui, pourquoi pas moi. Donc c'est comme ça qu'on essaye d'inspirer et de passer outre cette difficulté de manque de leadership de femmes aujourd'hui, de manque de femmes leaders dans certaines zones. La deuxième difficulté auquel on fait face, c'est l'absence de données. Si on prend le secteur de la précarité énergétique en France, la plupart des études considèrent les ménages comme unité de mesure. Cela invisibilise les dynamiques de couple au sein des ménages. Marina, est-ce que tu peux juste peut-être définir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la précarité énergétique, la précarité énergétique, pardon. Oui, alors les personnes en précarité énergétique en France sont des personnes qui soit ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité et ou des personnes qui vivent dans des logements qui ne permettent pas de bénéficier d'un confort thermique, soit c'est parce qu'on entend beaucoup parler des passeurs thermiques en France, qui sont des logements qui ne sont pas suffisamment bien isolés pour permettre ce confort. Donc, toutes les études, sur ces questions-là en France concernent les ménages. On ne sait pas à l'intérieur du ménage quelles sont les dynamiques. On ne sait pas qui paye les factures, on ne sait pas qui décide de tel achat électroménager, par exemple, on ne sait pas qui
utilise l'énergie, comment elle l'utilise. Donc, finalement, pour nos interventions, c'est plus difficile d'agir et d'être efficace. Je vais vous donner un exemple qui a été relaté dans un rapport qui a été fait dans le cadre du projet EmpowerMed que nous mettons en place avec WECF. C'est l'exemple des chèques énergie en France. Donc, le chèque énergie en France, c'est un chèque qui permet soit de réduire les factures, de payer les factures d'électricité aux ménages modestes, soit de payer des travaux de rénovation pour l'isolation. Il se trouve que la plupart de ces chèques électricité ces chèques énergie ont été utilisés pour payer des factures d'électricité. Ces chèques étaient adressés aux personnes qui souscrivent les contrats avec les fournisseurs d'électricité. On sait que la plupart de ces personnes en France sont des hommes, sont du coup dans un foyer l'homme. Le fait même d'inscrire sur un chèque énergie uniquement le nom de l'homme, en fait, renchérit l'aspect, la croyance selon laquelle l'énergie est l'affaire des hommes. Donc, en fait, ça n'encourage pas la personne qui reçoit ce chèque à en discuter avec sa femme. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que si ces chèques étaient adressés à la fois à l'homme et à la femme au foyer, comment elles auraient été utilisées? Sachant que c'est souvent les femmes qui sont en charge de l'énergie, du chauffage, de la cuisson, et aussi en France, on le sait aussi. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec les équipes, ce qu'on a fait, c'est déjà, avec l'aide de l'ECF, on a genré nos outils afin de collecter ces informations manquantes. Donc, dès dans cette étape-là, on va aussi organiser des ateliers avec nos partenaires pour mieux comprendre, mieux savoir leur connaissance des dynamiques hommes-femmes au sein de leur public et ainsi pouvoir mieux identifier comment toucher nos cibles et rentrer dans un cercle vertueux donc, pour prévenir la précarité énergétique et la réduire. Merci beaucoup Marina, c'était très clair et ça permet aussi de mieux comprendre un petit peu ces termes qui parfois nous font peur. Donc merci et c'est intéressant justement, notamment la partie sur l'absence de données. On n'en parle pas souvent et c'est vraiment intéressant et bien de le pointer du doigt. Maintenant, du coup, je vais donner la parole à Jamila. Donc, Jamila, vous avez 5 minutes pour nous dire, voilà, quels sont avec votre vision, votre expérience, quels sont les principaux enjeux et quels sont les freins pour les femmes. Voilà. Alors, les principaux enjeux, je rebondis toujours sur la question de la préservation de la ressource, qui a deux facteurs que je vais citer tout de suite. Alors, c'est la gestion de la ressource qui est parmi les problèmes majeurs de notre région, impactée premièrement par les changements climatiques, parce que notre région est caractérisée par un climat aride et semi-aride, par la pluviométrie irrégulière, par la canicule, et ça impacte la productivité de l'arbre de l'arganier, qui est la seule ressource des femmes rurales dans cette région. Et l'importance d'agir pour la protection et la préservation est importante. Quand je parle de la seule ressource pour les femmes, du coup, elles sont les plus touchées et les plus impactées par cette problématique. Nous avons un autre facteur qui est le facteur de monopole. Le monopole de la matière première aussi parmi les problèmes majeurs causés par les groupes industriels qui ont les moyens et qui nous causent des ruptures comme le caractère de l'arbre de l'arganier et dans la rareté. Il y a un produit qui est unique au monde. Ce n'est pas comme les autres filières de production. Là, on peut s'investir et de produire beaucoup plus. Mais par contre, c'est une production rationnelle qu'il faut protéger. Alors, dans le cadre du ministère de l'Agriculture, là, il y a l'Agence nationale des zones oisiciennes, de protection de l'arganier oisicienne, là où il y avait des solutions par la plantation et la multiplication des arganiers pour assurer la densité et la multiplication causée à la fois par les changements climatiques, mais aussi par l'homme. Il y avait l'urbanisation, il y avait d'autres facteurs qui ont causé la perte de plusieurs hectares, sinon des milliers d'arganiers.
Alors, la population s'est rapprochée des solutions étatiques avec l'Agence nationale des eaux indiciennes, avec la plantation, et aussi, comme autre solution, c'est des bonnes pratiques, c'est-à-dire des solutions mises en place par la population locale, par les bonnes pratiques ancestrales, le repos biologique, pour la reproductivité de l'arbre. Et nous avons une troisième solution, ça que je vais répondre peut-être dans la question prochaine. Merci beaucoup, Jamila. On va finir avec la troisième question, qui est donc quelles sont vos plus belles réussites voilà, dans votre expérience personnelle, professionnelle, et donc je vous laisse en parler avec. Donc, on va commencer par Marina. Merci. Donc, je voulais partager 2 réussites à mon niveau, donc au niveau du GRS. Il faut savoir qu'au départ, cette dimension genre, comme on l'appelle, donc cette distinction des besoins spécifiques des hommes et des femmes et de leurs intérêts stratégiques, elle était méconnue au GRS, elle était pour certains aussi inconnue, c'était assez nouveau, c'était un jargon. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, je reçois des messages, des mails de collègues qui me partagent des articles de presse nationale qui font état de telles différences, de telles inégalités hommes-femmes dans leur contexte. Pour moi, c'est une réussite parce que ça veut dire que nous avons réussi à ce que nos équipes, en fait, mettent leurs lunettes genre et les gardent, en fait. Et je me dis que dans toutes leurs actions, dans toutes leurs interventions, dans l'accompagnement de nos activités, c'est un positionnement qu'elles vont toujours garder. Réfléchir à si on fait telle intervention, comment à la fois les hommes et les femmes en bénéficient. Si on fait telle activité, comment faire en sorte que telle femme autant de femmes ou autant d'hommes y participent, par exemple. Comment mieux accompagner les femmes à participer à nos projets. Voilà, donc ça, c'est une réussite. Une deuxième réussite, on a réussi à mobiliser les fonds pour une étude qui est cofinancée par F3E et que nous avons confié à un cabinet qui s'appelle L'Oréal Brèche sur les barrières de l'entrepreneuriat des femmes dans la filière énergie, puisque c'est le projet. Cette étude mobilise 5 consultantes, dont 3 nationales, donc une au Myanmar, une au Maroc et une au Mali. Et du coup, nous permet de mieux comprendre ces obstacles dont je parlais tout à l'heure, les facteurs, et d'échanger vraiment avec ces entrepreneurs et ces communautés pour mieux comprendre vraiment comment tous ces facteurs s'influencent et surtout comment aussi avancer. Comment faire en sorte que, encore une fois, les obstacles soient levés. Donc on est juste avant l'étape des ateliers stratégiques de planification avec les équipes et les communautés et nos partenaires. Donc on a une bourse d'activités spécifiques qu'on pourra mettre en œuvre. Et donc, l'idée, c'est de prioriser tout ça avec nos partenaires et de les mettre en œuvre par la suite. Donc, ça prouve bien que finalement, quand on s'intéresse bien, qu'on comprend, qu'on reconnaît ces inégalités, qu'on comprend leurs causes, on arrive à imaginer des solutions. Et donc, l'étape d'après, c'est de les mettre en œuvre. Et voilà, on va vers là, au GRS. Mais on est ravis. Merci beaucoup, Marina, pour ton témoignage. Maintenant, on va donner la parole à Anne. Oui, alors, je vais continuer par redonner quelques exemples concrets liés justement au prix solution genre et climat. Avant ça, je voudrais quand même préciser que parmi nos plus beaux succès, l'action sur le terrain que mène WCF en tant qu'ONG est vraiment une source de succès et de satisfaction permanente et qu'il y a énormément d'actions, de projets dont je pourrais vous parler. Je vais me concentrer sur ce prix-là aujourd'hui parce que je pense que
c'est ce qui a le plus de lien avec la question de la politique climatique et surtout la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à mettre à l'échelle des choses qui fonctionnent et à faire en sorte qu'elles aient une véritable influence à l'échelle de la planète, puisque aujourd'hui, l'urgence que nous avons, c'est vraiment une transformation de la manière dont nous vivons et dont nous nous développons. Donc, le prix fait l'objet également d'un programme de mentorat. Et c'est effectivement grâce à des soutiens initiaux et surtout des soutiens qui se sont prolongés dans la durée, comme celui de la Fondation Raja ou celui de l'Agence française de développement également, qu'on a pu mettre en place un programme comme ça. Il y a également un organe de la CNUC qui s'appelle le CTCN, ou Centre et Réseau des technologies climatiques, qui nous accompagne depuis assez longtemps sur ce programme. Et il s'agit en fait de faire des formations et d'accompagner les lauréates. D'ailleurs, Jamila Igbous, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais est une des lauréates du prix Solutions Genre et Climat. De les inviter à chaque fois qu'il y a une convention climatique. Donc depuis 2017, nous réinvitons toutes les lauréates et tous les lauréats à venir participer à ces COP, à être vraiment présentes dans les négociations, faire des interventions, présenter leurs résultats atteints et rencontrer des délégués, participer à notre travail de plaidoyer, mais également mieux comprendre comment fonctionnent les mécanismes de transfert de technologie et de financement. Et effectivement, les financements climatiques existent, ils sont là. La question, c'est comment est-ce qu'ils sont utiles à l'échelle locale, comment est-ce que des acteurs et des actrices de l'échelle locale, qui sont, je pense, les véritables transformateurs et transformatrices de nos modes de vie et qui sont les principales actrices de l'action climatique, de la lutte contre le changement climatique, accèdent à ces financements. Eh bien, un des résultats essentiels et un des grands succès que nous avons pu constater aujourd'hui, c'est que grâce à ce travail d'accompagnement que nous faisons, 70% de nos 16 lauréates ont réussi à accéder à des financements supérieurs pour mettre à l'échelle leur projet, et que certaines ont pu mettre à profit ces financements pour étendre leur action sur un territoire beaucoup plus vaste que ce qu'ils faisaient au départ, ou obtenir une reconnaissance politique à l'intérieur de leur pays qui leur assure d'un soutien plus durable et plus prolongé, voire même d'une intégration peut-être dans un des axes d'une politique à l'échelle territoriale, voire nationale, par exemple en République du Congo, où notre lauréate travaille, donc République démocratique du Congo, pour que vous compreniez bien. La lauréate Dorothée Lisenga, qui est coordinatrice de l'organisation CEFLED, travaille à la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes. Et aujourd'hui, ce travail qui était réalisé dans 2 provinces du Congo l'est maintenant dans une dizaine de provinces, avec une véritable reconnaissance du ministère de l'Environnement et une inclusion de cette ONG dans toutes les consultations qui ont lieu actuellement sur la révision de la politique climatique de République du Congo. Donc un véritable succès. Quant aux réalisations au Maroc avec Jamila, je lui laisserai la parole pour expliquer ça. Je pense qu'on peut être fier de ce résultat parce que à la fois on a des actions transformatrices qui ont un véritable impact sur la vie des gens et sur la façon dont les communautés sont capables de lutter contre le changement climatique ou de s'adapter aux conditions de vie plus difficiles, mais aussi on a un impact sur la façon dont les décisions sont prises à l'échelle mondiale. Voilà, merci. Merci Anne. Du coup, comme tu parlais de Jamila, peut-être qu'on va avoir le témoignage de Jamila et on finira avec toi, Charlotte,
sur les réussites. Donc, Jamila, c'est à vous. Merci Anne, merci Anna. Alors, durant ces années de travail, de réflexion continue et le fait de bénéficier de plusieurs formations dans le cadre des programmes de l'État, notamment les ONG internationales, dont WCF, dont je profite de remercier Anne et Véronique, alors qui étaient pour nous, autant que femmes arganières et femmes rurales, une structure qui a permis de réorienter et plutôt d'intégrer dans notre réflexion la dimension climat et d'avoir la possibilité de bénéficier, dont Anne a parlé, d'une série de formations sur le genre et climat, changement climatique, les enjeux, les solutions, et de rajouter l'utile à l'agréable. Alors, ce qui nous a permis de bénéficier d'un prix partagé avec la Fondation Mohamed VI pour la recherche scientifique et la sauvegarde de l'arganerie. Et c'était parmi les plus belles réussites dans notre parcours professionnel, c'est-à-dire dans ce monde rural. Alors, le prix Solution Climat, comme a expliqué Anne, c'est un prix de genre et climat reçu en 2016 à Marrakech dans la COP 22. Alors, comme reconnaissance des femmes en tant qu'actrices de la transition énergétique. Alors, ce prix a permis de créer une structure associative. C'est l'ARDT, c'est une association des énergies renouvelables et développement durable en lien avec WCF et la Fondation Mohamed VI et d'autres partenaires français et marocains dans le réseau de l'économie sociale et solidaire et autres partenaires. L'objectif, c'est de lancer une filière de production locale d'équipements solaires productifs, cuiseurs et séchoirs, et peut-être par la suite d'autres technologies adaptées à cette filière qui a une particularité un peu différente et spécifique, où les femmes sont les plus touchées et les plus impactées par les changements climatiques. C'est une contribution importante à la politique climat locale et nationale, comme nous avons travaillé avec nos partenaires sur 2 régions, la région de Souss-Massa et la région de Tanger-Tétouan. Voilà, pour contribuer à la sensibilisation et de la population sur l'importance des technologies solaires non coûteuses et non polluantes, là où nous avons formé 40 jeunes ingénieurs au métier solaire, ce qui apportera une amélioration des conditions de vie de population. Déjà, premièrement, le fait de former ces jeunes ingénieurs, c'est le fait de créer une première coopérative qui va produire ces solutions solaires et qui vont être utilisés par les professionnels du monde rural dans plusieurs filières. La filière de l'arganerie, là où il y a, c'est-à-dire de la réserve de biosphère de l'argane, il y a la filière argane, mais il y a aussi d'autres filières avec. Alors, ce qui apportera une amélioration des conditions de vie de la population rurale et une rentabilité et une durabilité. Création d'emplois, bien comme je disais, à travers la mise en place d'une nouvelle génération de coopératives de jeunes diplômés pour la production des solutions solaires pour la profession et les professionnels plutôt de la réserve de biosphère. Voilà. Merci. Pardon, vous ne m'entendez pas, j'ai coupé mon micro. Merci beaucoup, Jamila. À toi, Charlotte, de conclure cette session de questions. Merci, Ada. Tout d'abord, je voudrais dire que, en tant que bailleur, du coup, c'est vrai que la Fondation Raja Daniel Marcovici a été l'une des premières fondations à s'engager sur cette thématique femmes et environnement. Donc, c'est une vraie fierté, une vraie réussite, et c'est aussi un devoir pour nous, du coup, de montrer l'exemple à d'autres bailleurs pour qu'ils financent toujours plus d'actions comme celles qui ont été présentées ce soir. Mais pour en revenir au thème de la question, du coup, je voudrais vraiment souligner comme belle réussite l'organisation tous les 2 ans de remise de prix, les fondations Raja Women's Awards,
qui sont l'occasion justement de pouvoir récompenser tous les acteurs et toutes les actrices qui mènent sur le terrain des projets en faveur de l'émancipation des femmes. Et ces awards sont aussi, encore une fois, l'occasion de pouvoir inspirer d'autres bailleurs, d'autres financeurs qui n'auraient pas pour axe les femmes, ni même les femmes et l'environnement, voilà, d'ouvrir les financements à ces thèmes-là. Donc, les dernières fondations Raja Women's Awards ont eu lieu en novembre 2020. Et pour cette 5e édition, on a décidé de faire une édition consacrée justement à cette thématique du renforcement de la place des femmes dans la bataille climatique. Et donc, on a remis 6 prix dans quatre catégories, notamment dédiées principalement à ces enjeux-là. Donc, produire de l'énergie propre, nourrir durablement les villes, protéger les ressources naturelles et enfin encourager l'entrepreneuriat vert. On a également remis un prix coup de cœur du jury et enfin un prix du public. Donc, la dotation globale pour ces prix était de 80 000 €. Et les projets portés par ces associations, que ce soit les associations lauréates, mais également les associations finalistes, illustrent le rôle crucial des femmes dans la protection de l'environnement. Si j'ai encore 2 minutes, du coup, et pour rendre ça encore plus concret, je vais juste mentionner un projet lauréat, notamment le projet du pain et des roses, qui est l'association lauréate de la catégorie Encourager l'entrepreneuriat vert et qui mène un projet en Île-de-France pour l'insertion socio-professionnelle de femmes éloignées de l'emploi, notamment des femmes en demande d'asile ou migrantes, ou peu importe, mais éloignées de l'emploi, à travers des ateliers de création de bouquets de fleurs locales et de saison. Donc voilà, c'est un projet qui a un double objectif, on le voit bien, à la fois un projet d'insertion des femmes et également un aspect de sensibilisation pour sensibiliser justement sur le marché de la fleur coupée en France, qui est un marché très néfaste. Donc voilà, tous ces projets, c'est vrai, sont exemplaires et sont en eux-mêmes des belles réussites que la Fondation est très fière de pouvoir soutenir et de pouvoir visibiliser. Et c'est exactement ce qu'on continuera à faire dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toutes d'avoir répondu à ces questions. J'espère qu'elles ont permis de vous donner quelques clés et qu'elles ont été inspirantes pour vous. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses avec les citoyennes et les citoyens. Donc, comme je vous ai dit au début, on peut, donc normalement, si vous aviez des questions, vous avez pu les mettre dans la session, dans l'onglet QR. Donc, nous, on a essayé de les noter au fur et à mesure. Alors, je sais qu'il y a une personne de l'AFD qui est Wafa Sananes qui voulait intervenir. J'ai vu aussi Déborah de Earthship Sister, donc je vais vous laisser la parole. Alors, je vais commencer avec Wafa. Wafa, normalement, vous pouvez parler. Je ne sais pas si... Est-ce que... Ah, voilà. Non, ça ne marche pas. Non, il y a un souci. Peut-être en attendant... ouais, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. On peut écrire peut-être sa question. Oui, est-ce que Wafa, vous pouvez peut-être écrire votre question ou votre remarque dans la session QR. Il y avait aussi Déborah qui voulait témoigner son expérience avec Earthship Sister à Marseille. Déborah, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on puisse vous voir? Vous m'écoutez? C'est Wafa, c'est ça? Oui, je suis désolée, je n'avais pas pu activer mon micro. Je n'avais pas de questions particulières. Je voulais surtout vous féliciter de cette rencontre, de ce webinaire et de la richesse des présentations et des interventions. Je suis vraiment ravie de voir votre mobilisation autour du genre et climat. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit mot d'encouragement. C'est gentil, merci beaucoup Wafa.
Ça fait plaisir. Merci pour les intervenantes. Du coup, je vais passer la parole à Déborah, si Déborah est toujours là. Alors, est-ce que Déborah... Non. Non. Bon, alors du coup, on va devoir passer aux questions. Alors, on avait une première question de Fiona qui nous avait posé la question là avant le webinaire. Une grosse question qui est alors qu'il est important de permettre l'empouvoirment des femmes face à la bataille climatique, comment éviter de renforcer le narratif existant sur la relation spéciale entre les femmes et la planète, et entre guillemets la planète Terre, ou encore sur la femme en tant qu'aidante, soignante, donc la notion de care, et donc de leur laisser les responsabilités et la charge de solutionner les problèmes climatiques. Donc, qui veut se lancer sur cette belle question? Oui, j'ai eu la question avant, donc je peux commencer à réagir avant que les collègues puissent ajouter leurs avis, leurs idées. En fait, on voit bien au travers des interventions des différents panélistes, de fait, les femmes sont impliquées. Elles sont de fait très connectées aux ressources. De fait, elles sont en charge de beaucoup de choses en lien avec la planète. En revanche, sur les solutions, sur comment s'adapter au changement climatique, on les voit beaucoup moins. Anne l'a bien aussi mis en valeur dans son intervention. Donc, il ne s'agit pas de leur faire porter la responsabilité de ces changements climatiques, puisque nous sommes tous responsables, hein, et d'ailleurs en particulier les pays développés. Mais il s'agit surtout de les faire participer à l'élaboration de solutions, en fait, de pouvoir puiser, de pouvoir mobiliser leurs connaissances pour cela. Après, effectivement, ce qui est important, ce que je ressens dans la question de Fiona, c'est attention à ne pas les surcharger, puisqu'elles ont déjà beaucoup à faire, notamment en termes de tâches domestiques. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de les accabler, notamment par rapport à la garde d'enfants, en leur demandant de participer encore à quelque chose de supplémentaire? C'est des outils qu'on a, hein, l'évaluation des risques hommes-femmes dans l'élaboration de nos projets, pour essayer effectivement d'anticiper est-ce que nos interventions vont avoir un effet négatif sur les hommes et les femmes avec qui nous souhaitons travailler. Donc on essaye de prévenir ça, et vraiment une des clés, c'est déjà créer ces projets avec les personnes concernées, et après, une autre clé, c'est la promotion de la co-responsabilité au sein des foyers. Et ça fonctionne. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de « ça ne fonctionnera pas dans nos pays ». Si, ça fonctionne en fait. Des petites vidéos de femmes dans tel pays d'Afrique de l'Ouest qui valorisent comment son mari participe aux activités domestiques. Ça existe. Et quand c'est visualisé, ça fait beaucoup d'effets. Donc, voilà, il y a des... Et voilà, on ne veut pas les surcharger, on veut surtout qu'elles participent, les écouter, les entendre, en fait. Et je laisse les collègues compléter. Oui, merci beaucoup, Marina. Il y a Véronique qui levait la main aussi. Véronique, est-ce que vous vouliez vous exprimer sur la question? Oui, je trouve que cette question est vraiment très intéressante. Voilà, je pense qu'il ne s'agit pas de... Enfin, le problème, en tout cas, ce n'est pas le lien que les femmes ont avec l'environnement. Il se trouve que c'est une réalité, on l'a vu dans les pays, on appelle parfois les pays du Sud, entre guillemets, il y a une très forte proximité parce que les rôles sociaux font que les femmes sont en lien avec l'environnement. Mais c'est valable aussi dans les pays occidentaux, où on voit bien que c'est les femmes qui ont parfois, on parle de charge mentale, qui ont le souci de réfléchir à fabriquer, enfin, à s'éloigner de substances toxiques, à essayer de préparer un environnement plus sain. Ben, en fait, ça, ce n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est effectivement le partage des tâches et le fait que les femmes soient assignées. Mais si on
si on constate, si on veut bien ouvrir les yeux et constater que le modèle de développement que nous suivons, avec une prédation très importante de l'environnement, ça conduit à une dégradation de la biodiversité très importante, ça conduit à un changement climatique qu'on a de plus en plus de mal à maîtriser et qu'on risque d'avoir de plus en plus de mal à maîtriser. Donc, les réponses des femmes sont des réponses globales qui sont à la fois qui permettent à la fois des avancées en matière de revenus, en matière de protection des écosystèmes, parce qu'elles sont très attentives à les protéger, et en matière de leurs propres droits. Donc, moi, je pense qu'il faut d'une part accompagner l'autonomisation des femmes, leur permettre d'être maîtres de leur destin, et puis voir comment, en se basant sur leur façon de travailler, on va vers un changement de système. Donc le problème, ce n'est pas qu'il y ait une proximité ou une assignation vers la nature, le problème, c'est la répartition des rôles, l'assignation aux rôles sociaux. Merci beaucoup Véronique pour du coup, ce complément. Alors on va passer à une autre question de Marie-Claude qui nous dit « Quels sont les arguments que vous opposent les financeurs ? J'ai compris que les organisations Femmes Climat n'arrivent pas à avoir accès suffisamment au financement. Quelles en sont les raisons quand vous déposez un dossier pour un projet? Quelles réponses on vous fait ?» Alors, qui veut répondre à cette question? Alors, je peux apporter quelques réponses puisque on accompagne beaucoup d'organisations dans cet accès au financement. Je dirais que de la même manière que les décideurs politiques, bien souvent, la question de la taille de l'organisation va être primordiale. Et souvent, comme dans tous les domaines, comme les femmes sont confrontées à un plafond de verre, même dans les ONG malheureusement. Alors, aujourd'hui, le GRS nous montre que ce n'est pas le cas et je vois que et WCF a aussi une présidente à sa tête. Marie-Noël est une femme et elle est à la tête du GRS. Mais souvent, dans les plus grosses ONG, ce ne sont pas toujours des femmes qui sont à la tête et de ce fait-là, les organisations véritablement féministes sont plutôt de petite taille, ce qui fait qu'il leur est difficile d'accéder à des financements importants, des financements de grande taille. De la même manière, pour les financeurs, ils considèrent qu'eux, ils apportent de l'argent et qu'ils sont totalement neutres. Or, en réalité, comme l'expliquait Véronique, ils ne voient pas qu'ils appliquent des biais dans leurs choix et dans leurs critères pour allouer des financements, parce que c'est tellement intégré dans leur mentalité qu'ils ne voient pas ces inégalités existantes et que donc il n'y a pas de focus particulier fait sur les inégalités et comment y répondre. Donc, c'est pour moi, je pense, une des choses les plus importantes. Il ne s'agit pas que de penser que les financeurs ne voudraient pas financer des organisations féministes ou de femmes. C'est simplement qu'ils ne voient pas qu'en utilisant des critères de choix classiques et traditionnels, hérités de la manière dont on finance les choses depuis longtemps, ils appliquent eux-mêmes des biais et du coup, ils barrent souvent l'accès d'organisations féministes à ces financements. Voilà, mais je rajouterais que ce qui est important justement pour surmonter ce genre de barrières, c'est de travailler en réseau. Et d'ailleurs, je suis enchantée que ce soir, on puisse témoigner du fait que, par exemple, WCF et GRS travaillent ensemble, collaborent. Je suis également enchantée de pouvoir témoigner de tout ce que le travail en réseau avec la Women and Gender Constituency nous a apporté, et notamment sur le plaidoyer politique pour transformer les choses. C'est un travail collectif de 33 réseaux qui est très puissant et qui peut aider toute organisation de plus petite taille. Donc pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si certaines d'entre vous sont dans des ONG, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec d'autres, à travailler en réseau. Ça vous apportera énormément. Et également à connaître vos politiques, parce que bien souvent, les financements sont influencés par les politiques qui sont mises en place dans les pays.
Merci Anne. En effet, Marie-Claude posait la question de justement, tu as répondu, c'est une question de taille, envisagez-vous des regroupements, mais c'est ce que tu disais, donc oui, c'est important. L'union fait la force. Donc, ok. Et Marina a levé la main. Marie-Noël, vas-y. Marie-Noël, je n'ai pas entendu. Oui, je voulais aller dans ce sens-là pour dire que par rapport aux financeurs, en fait, effectivement, dans la théorie, il y a des lignes, on peut parler des femmes, mais il y a aussi un travail à faire, et Marina en a parlé, de notre part, de travailler dans le sens de l'inclusion des femmes, d'avoir une action en ce sens-là. Pendant longtemps, on s'est dit, bon, bah, tout ce qu'on fait, c'est neutre, donc les femmes, elles sont concernées, mais non, on voit bien que par exemple, au GRS, on a plus, aujourd'hui, on est à peu près, on va atteindre la parité en femmes dans le conseil d'administration. C'est pas qu'avant, les gens qui étaient dans le conseil d'administration jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était que des hommes, ou quasiment, mais ils n'avaient rien contre les femmes, mais c'est la volonté de faire qui est importante. Et dans nos programmes, c'est pareil. Et voilà, il y a aussi à se prendre en main collectivement, effectivement, ces travaux en réseau, comme on le fait au sein de Coordination Sud. Coordination Sud, c'est la coordination, le réseau de toutes les ONG françaises. Et il y a donc le GRS anime le groupe, la commission climat-développement de cette coordination. Il y a un document qui vient d'être fait, donc, qui est le résultat d'un travail collectif sur genre et climat que vous pouvez retrouver sur le site de Coordination Sud. Voilà, au sein de l'organisation, ça avance, et c'est pareil, hein, le conseil d'administration de Coordination Sud progressivement arrive aussi à la parité. De partout, il y a un travail qui se fait par toutes les femmes de la base jusqu'aux dirigeantes. Merci Marie-Noël. Marina, je te laisse la main, et après on va passer à une dernière question parce que le temps file. Deux dernières questions, on va essayer d'être efficace. Juste pour compléter, en fait, partager ce qu'un Bayard nous a confié, c'est une des difficultés également, c'est que eux ont des contraintes au niveau de leurs partenaires institutionnels notamment, et certains d'entre eux ne sont pas très sensibilisés à cette question genre, et donc ne voient pas non plus, eux, l'intérêt d'agir sur cet aspect-là. Donc, c'est aussi difficile dans des partenariats avec plusieurs institutions pour un bailleur de pousser cet argument-là aussi. Voilà, c'est d'où l'enjeu de la sensibilisation pour tout le monde, de convaincre en fait que mobiliser à la fois les hommes et les femmes, c'est positif pour tout le monde. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci. Merci Marina. Alors j'avais une autre question de Fatou qui nous demande quelles sont les priorités des femmes dans la lutte contre le changement climatique. Donc là, on en a parlé. Est-ce que vous voulez peut-être, quelqu'un veut redonner quelques priorités qui vous semblent importantes pour un petit peu résumer? Oui, je peux faire ça. J'imagine que ça fait partie de mon rôle, en tout cas par rapport à la collecte de toutes les demandes au sein de la constituante femmes et genre. Il y a des attentions particulières menées à toutes les actions climatiques qui permettent de préserver des écosystèmes et du coup une alimentation et une sécurité alimentaire. Ça, c'est un des sujets clés. Il y a également des demandes très fortes sur le fait de préserver les ressources aquatiques, les océans et l'accès à l'eau d'une manière générale. Également, au sein de la Convention climatique, la question des
des catastrophes naturelles et des désastres qui touchent énormément de populations aujourd'hui et de plus en plus, et qui est malheureusement peu ou mal traité actuellement dans le cadre de la Convention, parce que personne ne veut prendre la responsabilité ni ne s'engager pour mettre en place des financements sur le long terme et importants, et des financements collectifs de toute la communauté internationale. Donc, les femmes demandent à ce qu'il y ait des véritables plans qui soient mis en place, à la fois de prévention et de meilleure information des femmes. Dans beaucoup de pays, les femmes ne sont pas informées parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles, parce qu'elles ont peu accès à la vie publique et donc à l'information publique à travers des affiches qui peuvent être mises dans des lieux publics où en fait elles ne peuvent pas accéder sans l'autorisation de leur mari. Et de ce fait, le jour où une catastrophe arrive, et ben, elles ne savent pas comment réagir et elles ne sont même pas informées du fait que cette catastrophe va leur tomber dessus. Ça, c'est une première chose, mais également le fait que par la suite, on a pu voir que c'est très souvent à 60-70% des femmes qui sont les plus impactées par les catastrophes naturelles. Et malheureusement, il n'y a pas de politique qui cible plus spécifiquement ces femmes. Donc, les mariages précoces vont augmenter, elles perdent énormément de revenus et rien n'est fait pour lutter contre des désastres pareils. Donc, voilà, quelques exemples. Je ne peux pas non plus m'étendre trop parce que je voudrais laisser la parole à d'autres si elles le souhaitent. Merci. Oui, bah, merci beaucoup, Anne. Je vois que Jamila lève la main. Allez-y, Jamila. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit pour les femmes, c'est-à-dire l'empowerment des femmes. Ce qui est important, c'est-à-dire l'information et la formation. Parce qu'en fait, on ne veut pas, c'est-à-dire par rapport à notre expérience, de rester toujours dans la précarité et de faire des programmes précaires qui disent, voilà, on est dans cette catégorie, il faut rester dans cette catégorie de classe. Mais on veut revendiquer, c'est-à-dire les femmes, ils ne sont pas uniquement pour la production, par exemple, dans la filière d'Ergan, et la promotion du produit, et on arrête. Mais par contre, on veut montrer au monde que les femmes, ils sont capables de gérer et c'est-à-dire d'imposer, c'est-à-dire leur force de proposition et leur force de plaidoyer au niveau des institutions, et aussi de faire des actions visibles sur terrain, parce que quand même, ils sont des actrices de changement, ils créent des activités génératrices de revenus, mais aussi ils ont créé une dynamique locale, c'est-à-dire toutes les femmes en général qui sont dans les montagnes, ils ont contribué, participé dans l'économie nationale. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'avoir l'accès à cette information, parce que des fois, on n'a pas l'information qui arrive. C'est pour cela que je parle toujours de regroupement des structures en force. Le fait d'avoir un groupe de femmes en coopérative, plus coopérative dans une union, et l'union dans une fédération, et en fédération macro, on a plus de force de plaidoyer. Par exemple, dans le post-Covid, on a pu quand même, c'est-à-dire demander au gouvernement des solutions pour ces femmes, surtout quand j'ai parlé tout à l'heure de l'accès à la sécurité sociale qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas eu la chance de bénéficier par rapport à d'autres secteurs. Mais quand même, on a eu des acquis, par exemple, de faciliter, c'est-à-dire la commercialisation des produits, de faire des actions, c'est-à-dire sociales, pour pallier un peu à cette problématique de la crise sanitaire, mais aussi, pas uniquement de la crise sanitaire, dans la vie normale. Le fait de se regrouper, ce n'est pas uniquement d'avoir cette force, mais il doit être marié avec l'information, et la formation pour renforcer les capacités des femmes, et ne pas, c'est-à-dire jouer tout simplement le rôle de production, mais par contre, ils peuvent, c'est-à-dire progresser, accroître et y avoir d'autres postes de décision. Aujourd'hui, nous avons plusieurs de femmes qui sont dans la politique, c'est-à-dire des instances dans les communes. Et ça, c'est grâce à leur position au sein des coopératives et grâce à leur force. Quand ils sont ensemble, ils deviennent plus fortes. Merci. Merci Jamila pour ce point final très inspirant. J'espère qu'on a répondu à quasiment toutes vos questions. Je sais qu'il y en avait encore quelques-unes.
Désolée, on a essayé de faire au mieux. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. En tout cas, j'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié la conférence. Du coup, on va terminer. Je vais juste vous remercier. Merci aux intervenantes, merci au WECF, à la Fondation Raja, à Jamila de l'UCFA et merci à Marinette du GRS d'avoir partagé vos expériences respectives. C'est très important aujourd'hui, le sujet monte et ça montre que voilà, les choses bougent, les mentalités évoluent. Donc merci beaucoup. Je vous invite aussi à nous suivre, à suivre le GRS sur les réseaux sociaux, à nous soutenir, à soutenir notre association, parce que pour nous, voilà, la solidarité climatique, c'est clairement, ça va de pair avec une transition juste. Donc voilà, c'est important pour nous d'avoir votre soutien pour nos projets, pour les femmes aussi qui sont engagées dans la solidarité climatique. Et voilà, si c'est OK, du côté des intervenantes, Marie-Noëlle voulait parler? Oui, je vais dire un petit mot. Bien sûr, remercier tous les participants, toutes les intervenantes. Je suis très contente du déroulé de cette conférence. J'ai appris plein de choses sur le Maroc, sur le WECF et même sur le GRS. On a l'impression de connaître et on en découvre tous les jours. Et puis, je voudrais grandement remercier Anna et puis Asna qui est cachée derrière l'écran. Mais elles ont toutes les deux beaucoup travaillé pour préparer ça. Et Anna, elle est jeune, elle est arrivée un peu plus d'1 an maintenant au GRS. C'est peut-être sa première grande conférence. Et voilà, c'est ça la nouvelle génération du GRS, des ONG et puis des femmes dans la bataille climatique. Donc voilà, je suis très contente. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Et merci à toutes et tous. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée et on vous enverra bien sûr via les réseaux sociaux et par mail le replay de la conférence. Félicitations. Je vous invite à applaudir parce qu'on n'applaudit plus maintenant qu'on fait des webinaires. C'est vrai. Bravo. Merci beaucoup, bravo. Merci. Bravo à toutes. Merci.